Assis près de la cheminée de l'auberge, Fodor et Lumina discutaient à voix basse. Mais que fabrique cette gamine? Ça fait plus d'une heure qu'Uninia devait être là, dit Fodor inquiet. Lumina sourit. Ces deux-là se chamaillaient sans cesse, mais en vérité ils s'adoraient et auraient tout donné l'un pour l'autre. Fodor était réellement inquiet. Il faut retourner au château. Nous apprendrons sûrement quelque chose, dit le maître d'armes en se levant. Attendons encore un peu, lui répondit Lumina en le retenant par le bras. Elle aussi éprouvait quelque crainte de ne pas voir revenir son ami, mais ne voulait surtout pas le montrer. Une servante lui a peut-être confié un travail et elle doit l'accomplir jusqu'au bout pour ne pas se faire remarquer, dit-elle pour se rassurer, quand soudain, salut la compagnie, cria une jeune voix masculine alors que la porte de l'auberge s'ouvrait. Cette voix, Lumina et Fodor l'auraient reconnue entre mille. Nino, s'exclamèrent-ils, ensemble tout heureux. C'est bien moi, fit le jeune garçon en s'asseyant à côté de ses amis. Par tous les saints, qu'est-ce que tu fabriquais? Dit Fodor. Et pourquoi t'es-tu transformé en nouveau? Du calme, du calme. D'abord une bolée de cidre. J'ai le gosier en feu. Tu n'auras pas que le gosier en feu d'ici 3 secondes si tu ne nous racontes pas de suite ce qui t'est arrivé, fit Fodor agacé. Bah d'accord, répondit Nino. Eh bien finalement rien de particulier, sauf que je sais où est Lausanne, poursuivit-il d'un air malicieux. Quoi? Firent ses deux amis estomaqués. Fier de son petit effet théâtral, Nino ne se fit pas prier pour raconter par le menu ses aventures. Comment, par exemple, il avait dû se transformer pour échapper à la nécromante. Comment il avait réussi à rencontrer Clotilde, la fille de Messire Libro. À son propos, il dit qu'elle était gentille et affectueuse. Affectueuse, répéta Lumina, moqueuse. Nino ne put s'empêcher de rougir et dut raconter l'épisode du baiser. Fodor éclata de rire et donna une tape dans le dos du jeune écuyer qui renversa à moitié son bol de cidre. Sacré garnement, mais épargne-nous tes aventures sentimentales et va à l'essentiel. J'y arrive. Clotilde m'a rapporté une conversation qu'elle a surprise entre sa gardienne. Cette dame carnelle dévouée à Arcanie et Born, l'homme de Rancor, elle a ainsi appris que Lausanne était retenue dans un cachot situé sous le donjon. Le forgeron est emprisonné ici, dans le château même de Libre. On aurait dû y penser, dit Lumina. Alors c'est fichu. Il est impossible de descendre vers les cachots sans passer par la salle des gardes. Jamais nous ne pourrons délivrer Lausanne. Peut-être bien que si, minauda Nino. Devant la mine furibarde de Fodor, le jeune métamorphe s'empressa de poursuivre. Clotilde nous demande d'aller chez un certain Ancio, un vieux serviteur qu'il a vu naître et en qui elle a toute confiance. Elle est persuadée qu'il pourra nous aider dans notre entreprise, car, paraît-il, personne ne connaît mieux que lui les passages secrets du château. Tout d'abord, l'homme ne voulut pas ouvrir lorsque ces trois visiteurs frappèrent à la porte de sa maison. Mais quelques minutes plus tard, il s'excusa de sa conduite auprès de Lumina, qu'elle reconnut enfin. Étant encore au service de Clotilde, l'année précédente, il avait vu lors des funérailles du roi Krillin. Que de malheurs se sont abattus sur le royaume des mille collines depuis la mort de votre vénéré père, déclara Ancio. C'était un homme juste et bon, pas comme cette racaille de Rancor, et de ces sbires qui ne pensent qu'à semer la terreur et à l'enrichir. Lumina, émue par les paroles du vieux serviteur, déclara avec force. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour délivrer mon pays de la tyrannie de cet usurpateur, et c'est pourquoi nous sommes venus vous voir. Rancor veut que Lausanne fabrique une épée noble pour son sacre, comme il l'avait fait pour mon père et mes ancêtres de la lignée royale depuis des siècles. Je sais tout cela, répondit le vieil homme, mais Lausanne ne le fera jamais, je le connais bien. Born l'a menacé de tuer des habitants de Forlange s'il n'obéissait pas, s'écria Fodor. Nous devons absolument aller le délivrer, poursuivit Lumina. Il faut qu'il me fabrique une épée. Elle sera le symbole de mon titre de princesse. Elle prouvera qui je suis et m'aidera à reconquérir mon trône. Ancio lut toute la détermination dans les yeux de Lumina. Il resta quelques instants silencieux face au regard de la jeune fille et de ses deux amis. D'accord, lâcha-t-il soudain, je vais vous aider. Ce soir, je vous conduirai dans les profondeurs du château. Mais ce ne sera pas une partie de plaisir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de gardes près des cachots, sinon notre tentative échouera. À la tombée de la nuit, 4 ombres se glissèrent dans les ruelles sombres de Forlange. Il tombait une pluie fine mais pénétrante. Finalement, bienvenue car rares étaient les passants. D'un signe, Ancio fit stopper sa petite troupe. Après avoir regardé aux alentours si personne n'arrivait,
Le vieux serviteur sortit un trousseau de grosses clés de dessous son manteau. Il en choisit une et ouvrit une petite porte qui donnait sur un escalier plongeant dans les profondeurs. Une fois que tous furent entrés, il referma soigneusement. Puis il alluma un briquet à mèche qui servit à enflammer plusieurs torches. Suivez-moi, dit le vieil homme. Ils descendirent les marches humides sur plusieurs niveaux. Arrivés tout au fond, ils découvrirent d'énormes barriquets posés là. Depuis de nombreuses années, Anthieu se dirigea sans hésiter vers l'une d'elles, confia sa torche à Fodor et se mit à appuyer sur deux lattes de bois en même temps. Un léger déclic se fit entendre et la face avant de la tonne pivota, laissant apparaître un passage à l'intérieur. Anthieu reprit la torche des mains du myrmidon et déclara: Fodor, tu passeras en dernier et tu refermeras le couvercle derrière moi. Ils parcoururent plusieurs centaines de mètres dans un étroit passage avant de déboucher sur un autre plus grand où ils purent marcher à deux de front. Nous sommes dans le souterrain principal, celui qui mène directement sous le château des météores, déclara Anthieu. Mais il va falloir monter des centaines de marches. Fodor et Nino fermaient la marche. Le métamorphe pestait comme un beau diable. Allez, pouah, j'ai horreur des araignées et de leurs toiles. Tu devrais te transformer en Ninia, jeune idiot qui a peur des araignées, fit Fodor, l'air moqueur. Je ne peux pas. En Ninia, j'ai peur des chauves-souris. Ah, ça, on peut dire que le courage t'étouffe. Attention, il y a un gros rat à côté de toi, fit soudain Nino. Fodor fit un prodigieux bond de côté, tellement haut qu'il se cogna durement la tête contre la paroi voûtée du souterrain. Alors on a peur d'une petite bébête, dit Nino la bouche en cœur. Maudit garnement. Chut, taisez-vous un peu, dit Lumina. Ce n'est pas le moment de vous chamailler. Tu ne perds rien pour attendre, fit Fodor entre ses dents. Ils entamèrent la montée vers les cachots du château. Les marches étaient glissantes et l'escalier n'avait pas de rampe. Le moindre faux pas et l'infortuné basculerait dans le vide. Soudain, un courant d'air imprévu éteignit les torches toutes en même temps. Les ténèbres les écrasèrent. Princesse, murmura Nino, si vous faisiez quelque chose. Lumina fit quelque chose, ils ne virent pas quel geste fut accompli par la jeune magicienne, mais d'un coup, les torches se rallumèrent. Par quel prodige, balbutia Anthieu. Notre princesse sait maîtriser la lumière, intervint Fodor. Sa mère l'a éduquée en ce sens. Je ne savais pas, poursuivit le serviteur, que la reine Kari était une ancienne nécromante. Lumina ne répondit rien. Son cœur s'était mis à battre plus vite et ses tempes étaient soudain serrées comme dans un étau. L'allusion au pouvoir de sa mère venait de faire remonter à sa mémoire le secret terrible que la jeune fille n'avait confié qu'à Fodor et Nino. Sa mère, la reine Kari, avait dans sa prime jeunesse fait partie des Dames Noires. Par amour pour Krillin, elle avait quitté la forteresse de Castellambre et rejeté l'enseignement de l'effroyable Arcanie. Or celle-ci, humiliée par ce qu'elle avait considéré comme la pire traîtrise de sa meilleure élève, avait juré de récupérer la fille de son ancien élève Lumina. La princesse savait que si Rancor voulait la tuer pour prendre son trône, Arcanie, elle, au contraire, la voulait vivante pour mieux la servir aux démons du mal, et à travers elle régner sur les 1000 collines. Cette perspective sinistre rongeait la jeune fille. Elle s'efforçait d'oublier cette menace le plus souvent possible, mais à intervalles réguliers, la peur ressurgissait. Sans le savoir, Anthieu venait de plonger Lumina dans le désarroi, mais elle prit sur elle et poursuivit la montée vers les cachots des météores comme si de rien n'était. Après de longues minutes, qui parurent des heures aux 4 compagnons, ils arrivèrent enfin sur un palier butant contre la roche. Le couloir qui mène au cachot se trouve juste derrière, murmura Anthieu, le souffle coupé par la pénible ascension. J'espère qu'ils n'ont pas posté de garde, sinon ils risquent de donner l'alarme. Lumina, Fodor et Nino sortirent leurs armes et se tinrent prêts à passer à l'action. Anthieu exerça une pression sur une pierre qui s'enfonça légèrement. Aussitôt une porte de pierre que nul ne pouvait déceler s'ouvrit. Avec précaution, Fodor passa la tête par l'ouverture et scruta les alentours. Vite, venez, il n'y a personne. Lumina, Nino et Anthieu se glissèrent par l'ouverture. Le vieux serviteur prit soin de refermer le passage secret. Désormais, ils étaient dans l'antre de l'ennemi. Les cachons sont par ici, fit Anthieu en montrant la droite du couloir. Ils parcoururent une trentaine de mètres et débouchèrent sur une grande salle voûtée. Quelques torches fumantes éclairaient chichement l'endroit et faisaient danser les ombres sur les plafonds en pierre taillée.
De nombreuses portes indiquaient autant de cachots, de gardiens assis sur des marches leur tournaient le dos, absorbés par leur jeu de dés. Ils n'aperçurent pas Lumina et ses compagnons s'approcher d'eux. On peut jouer nous aussi demanda Nino. Les deux gardes restèrent un instant abasourdis par la vision de ce jouvenceau qui se tenait près d'eux en souriant. Puis ils voulurent se relever, mais n'en eurent pas le temps. Fodor frappa le crâne du premier avec le plat de son épée. Le soldat s'écroula assommé pour un bon moment. Le second n'osa plus bouger quand l'épée de Fodor s'arrêta à quelques centimètres de sa gorge. Où est enfermé Lausanne demanda Lumina. D'un signe de la tête, l'homme de main de Rancor désigna une porte. Les clés, vite. L'homme l'étendit aussitôt. Fodor et Ancho trouvèrent une corde et l'attachèrent solidement à son compagnon. Toujours, sans connaissance, en déchirant une de leurs capes, ils confectionnèrent des bâillons afin que les gardes ne puissent donner l'alarme. Lumina alla ouvrir le cachot désigné. Lausanne, couché sur une paillasse, se releva lentement. Qui êtes-vous demanda-t-il en clignant des yeux, aveuglé par la lumière de la torche. Le temps n'est pas aux présentations, répondit Lumina. Nous sommes là pour vous sortir des griffes de Rancor. Vite, suivez-nous. Lausanne ne se le fit pas répéter. Il suivit docilement celle qui venait de le libérer. Il reconnut alors le vieux serviteur de Clotilde. Ancho, tu es là? Les deux hommes tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Ne perdons pas un instant, dit Ancho. Partons avant que l'alarme ne soit donnée. Le garde évanoui venait de revenir à lui et se tortillait comme un beau diable à l'élana dans les liens qui le retenaient à son compagnon, tout en les dévisageant. L'idéal, dit Nino, en se tournant vers la princesse, serait que ces deux gardes ne se souviennent pas de nous. Lumina comprit l'allusion de son écuyer. Nino avait raison. Il fallait faire appel à son pouvoir pour laver la mémoire des deux témoins. Fermez les yeux, dit-elle à l'intention de ses amis. Fodor obligea Ancho et Lausanne à se retourner face au mur. Lui-même mit ses mains sur ses yeux. Mais Nino, toujours aussi fasciné par le pouvoir de sa princesse, se contenta de faire semblant en regardant à travers ses doigts écartés. Un soleil venait de jaillir entre les mains de Lumina. Une boule de feu se mit à rebondir de paroi en paroi jusqu'à s'immobiliser au-dessus des deux gardes. Stupéfaits et terrorisés, la lumière éclaboussa leurs visages au point que leurs yeux se mirent à larmoyer en s'injectant de sang. Les paupières ouvertes, paralysées par la volonté de Lumina, ils ne furent plus que douleur et la mémoire des derniers instants leur échappa. Tout s'arrêta d'un coup. La geôle redevint sombre. Les deux hommes étaient évanouis. Libérés de l'emprise de la princesse magicienne, Nino s'approcha d'elle et posa sa main sur son épaule, geste d'intimité qu'il ne se permettait jamais. N'ayez crainte, princesse, murmura le métamorphe. Je serai toujours là pour empêcher que l'on utilise votre pouvoir à de mauvaises fins. Lumina plongea son regard dans celui de son écuyer. Comment avait-il deviné ce qui la tourmentait tant? Mais il était vrai que Nino était lui aussi torturé par sa nature de métamorphe, dont il ne connaissait pas l'origine. Merci, Nino, dit-elle dans un souffle. Moi aussi je serai toujours là pour toi.